Un jour, du coup, il me reprend ma douche et il me dit mets-toi à quatre pattes. Là, il baisse son pantalon et il me sort son pénis. Il ouvre ma bouche et il me force. J'avais, je pense, 8 ans, 9 ans et je me rappelle qu'il avait fini dans ma bouche et j'avais vomi juste après. Ouais. C'était très compliqué. Quand j'étais petite, j'ai pas eu d'enfance. Alors moi, quand j'étais jeune, j'avais la meilleure relation avec mon père. J'étais plus proche de mon père que ma mère parce que mon père, il est handicapé. Il a un œil en moins. Et ma mère, elle était infirmière dans une maison de retraite. Et du coup, c'est mon père qui s'occupait de nous, c'est mon père qui nous ramenait à l'école. Au tout début, du coup, il y avait que moi et mon frère. Ma mère, elle est tombée enceinte de la 3e. C'est là où mon père, il a vraiment changé de visage. Ça a commencé avec des mots. Par exemple, on était dans la voiture. Il me disait, tu sais ce que c'est un vagin, par exemple? Et je lui disais, bah oui. Et il me disait, tu sais, moi, j'ai quoi? Et il me parlait de parties intimes, il parlait des jeux que tous les papas faisaient avec leurs enfants. Et après tout ça, les actes ont commencé. J'avais pris ma douche, et c'est mon père qui me lavait. Et il a commencé à me toucher en bas. Il me disait, ah, ça grandit. C'est bizarre à dire, mais pour moi, c'était... Tous les papas faisaient ça avec leurs filles, quoi. Petit à petit, ça augmente. Les violences sexuelles, elles s'empirent. Il commence à me réveiller à 4h du matin tous les soirs. Il venait me chercher, il me disait viens avec moi dans le salon, pour dormir dans le salon avec lui. On dormait en cuillère du coup. Et là, il me faisait des attouchements. Il me touchait mes parties intimes et il me disait que ça grandissait. Ça, c'est vraiment la phrase qui m'a marquée. Ça grandit. Il attendait que ça grandisse assez pour qu'il puisse pénétrer du coup. Quand ma mère elle travaillait en plein temps, je me retrouvais souvent avec lui dans la chambre à ma mère. Il me disait mets-toi sur moi, il m'enlevait mes habits et il bougeait mes hanches sur lui. Et moi je réagissais pas, il me disait ça te plaît? Parce que du coup je réagissais pas je pense. J'en ai jamais parlé à ma mère, j'en ai jamais parlé à personne. Parce qu'il nous menaçait de mort, moi et mon frère. Je le laissais faire en fait, parce qu'il faut savoir que j'avais très peur de mon père et mon frère aussi. Du coup il nous disait vous dites un seul truc, je vous tue. Les violences sexuelles augmentent et c'est là où les violences tout court viennent aussi. Les violences sexuelles aussi, des fois, ça arrivait dans des rues, dans la cave, dans mon garage, dans mon jardin. C'était partout. Mon frère, il a un peu plus subi, on va dire, parce qu'il a vu les scènes, il pouvait rien dire, il subissait. Il le savait, mais moi, je savais pas qu'il savait. Il faut savoir que mon père, il avait l'habitude de prendre son café à 22h tous les soirs avec ses amis au bar. Et nous, on habitait en Italie, du coup. On habitait dans un tout petit village. À chaque fois, je l'accompagnais, du coup, parce qu'il peut pas sortir seul, comme il a un œil en moins. Et à chaque fois qu'il me disait Sarah, accompagne-moi, je savais très bien comment ça allait se passer au retour. Comme c'était un petit village, il y avait plein de ruelles. C'était là où il voulait, en fait. Comme je disais, les violences s'aggravaient de plus en plus, jusqu'au jour qui m'a vraiment traumatisée. Un jour, du coup, il me reprend ma douche. Et il me dit mets-toi à quatre pattes. Je lui dis pourquoi? Il me dit mets-toi à quatre pattes, tu verras. Là, il baisse son pantalon et il me sort son pénis. Il ouvre ma bouche et il me force. J'avais, je pense, 8 ans, 9 ans et je me rappelle qu'il avait fini dans ma bouche et j'avais vomi juste après. À partir de ce moment-là, oui, j'ai réalisé que c'était pas normal. En attendant, il y avait les violences physiques. Il m'a déjà cassé un bras, il m'a cassé ma jambe. Des fois, il me demandait de lui faire son thé. Je le faisais mal. Il me tapait. Je prenais une mauvaise note, il me tapait. Et il faut savoir que chez moi, on avait un petit KGB, on avait ça et moi et mon frère, on appelait ça la pièce de la torture. Il nous prenait, il nous mettait à l'intérieur et comme c'était vraiment petit, je pense que ça devait faire 3 mètres carrés. À chaque fois qu'on rentrait là-bas, on savait que c'était la fin. Des fois, j'étais dans le salon assise, j'entendais mon frère crier dans la pièce. Un jour, je sais plus pourquoi, j'étais sur les escaliers, j'étais en train de monter et je crois que j'avais eu peur de mon père, je sais plus ce qui s'était passé, mais j'avais peur. Je me suis échappée de la maison à pieds nus. Je suis sortie et arrivée sur les escaliers, il me suit, il m'a attrapée et il m'a étranglée. Il m'a étranglée, mais il m'a étranglée, il m'a levée. S'il n'y aurait pas eu mon frère, je pense que là, je serais pas là. Il y a eu plein de scènes comme ça, il m'a déjà étouffée avec un coussin. À chaque fois que j'avais un truc, j'ai menti. À l'école, je mentais, je disais jamais ce qui se passait. Quand il m'a cassé le bras, j'avais même menti à ma mère. J'avais dit à ma mère que j'étais tombée. Ma mère, je me rappelle, elle était à l'arrêt de bus, elle m'a dit « c'est ton père qui t'a fait ça ». Je lui ai dit oui. C'est là que, en fait, elle réalisait petit à petit. Mon père, il était très très bien vu dans notre ville, surtout au Maroc. Il a une très belle image. C'est l'homme de la situation, quoi. Devant les gens, c'est celui qui aide. Quand ma mère, elle était à la maison, on avait la meilleure des familles. Il rentrait après son bar, il nous ramenait des bonbons. Des fois, il nous faisait des cadeaux. Je pense que c'était plus pour montrer à ma mère. Pour moi, il a toujours été comme ça.
Pour moi, peut-être que ça a commencé même avant mes 6 ans et peut-être que je ne me rappelle pas. Du coup, les violences, il y a eu tout. Il y a eu les câbles, des fois dans le garage, avec tout ce qu'ils trouvaient, ils nous tapaient avec. Je pense qu'ils se cherchaient des raisons pour se défouler sur nous. Tu ne vas pas taper une petite fille juste parce qu'elle n'a pas bien fait ton thé. Je pense que le fait que ma mère allait avoir une autre fille, ça l'a énervé encore plus. Parce qu'il ne voulait pas de fille. Il disait à ma mère, il le disait à tous, il a dit « je veux pas de filles, je veux que des garçons ». Et quand il a su que ma mère allait avoir une fille, là, je sais pas, là il a vraiment changé de visage. Et elle est retombée enceinte d'une autre fille. Et ça, par contre, c'était la fin. Je me rappelle la troisième, du coup. Je me rappelle quand elle était petite et qu'elle pleurait et que ma mère, elle était du coup au travail. Mon père, il allait dans la chambre et il l'étouffait avec la main pour qu'elle arrête de pleurer. Des fois, il voulait taper mon frère. Et mon frère, pour pas se faire taper, du coup, il prenait ça dans les bras. Mais il s'en foutait. Même s'il y avait la petite dans les mains de mon frère, il m'interdisait de parler aux garçons. Même mes cousins. Même les hommes de ma famille, je ne pouvais pas leur parler. Si j'approchais à mes cousins, il allait me taper. Et c'est souvent pour ça aussi qu'il me tapait. Des fois, il me voyait jouer avec mes amis de l'école. Et j'avais 9 ans. Et il me tapait juste après. Lui, des fois, quand je descendais jouer en bas, il faisait exprès de se mettre au garage. Le garage, il est juste en face du jardin. Il se mettait au garage pour me surveiller. Je me sentais enfermée, je me sentais seule. Et je me faisais beaucoup harceler à l'école. Quand mes copines allaient voir des garçons pour rester avec les amis et tout, je pouvais pas. J'avais peur. Quand je rentrais à la maison, je me cachais. Je restais seule, sinon je me mettais à dessiner. Mais j'avais très peur. Sinon, des fois, j'allais vers mon père pour chercher de l'affection, pour éviter qu'il me fasse du mal. J'avais pas cette vie d'enfant, quoi. J'ai pas pu profiter. Ouais. C'était très compliqué. Quand j'étais petite, j'ai pas eu d'enfance. J'ai vraiment pas profité. Quand on me demande est-ce que tu as vu ce film-là ou est-ce que tu as suivi cette série-là, je leur dis non, je connais pas. Ils me disent mais comment, t'as pas eu d'enfance ou quoi? Moi je suis là, bah non du coup, non. Même aujourd'hui je vois un parc, j'ai que envie d'y aller. Pour moi je rattrape le temps perdu. Je me dis c'est pas trop tard, t'as que 18 ans, tu peux encore profiter. Je me rassure moi-même. Et je me dis c'est pas grave. Si t'as échoué entre guillemets ton enfance, essaie de te rattraper au plus tard. Je sais plus trop, j'avais quel âge, je pense entre 10 et 11 ans. Ma mère, elle était rentrée un peu plus tôt du travail et mon frère, il lui avait tout dit. Il lui a dit tout ce qu'il voyait par rapport à moi et mon père. Et il lui a dit que ça, il lui a dit regarde ce que ton mari fait à ta fille. Il lui a dit ça. Mon frère, il est beaucoup plus grand que moi, c'est un 2000 ans. Moi, je suis une 2006, donc c'est lui qui vraiment s'en rappelle de tout. Elle attend que mon père il parte prendre son café, comme tous les soirs. Et elle me dit, Sarah, viens, assieds-toi dans le salon, il faut que je te parle. Et là, elle essaye de me faire peur pour que je lui dise toute la vérité, parce que moi, je ne lui ai jamais rien dit. Pour moi, j'étais coincée dans ce cauchemar pour toujours. Je suis née pour vivre ça et je mourrai pour vivre ça. Je sais que j'étais assise dans le même canapé où je dormais avec mon père. Ma mère, elle était debout devant moi, ou assise, je ne sais plus, et elle me disait dis-moi tout, avec mon frère à côté. Sur le moment, du coup, je lui parle des attouchements que mon père a pu me faire pendant tout ce temps. Je lui ai expliqué comme je pouvais lui expliquer, j'ai essayé de faire de mon mieux. Et à partir de là, ma mère a décidé de m'envoyer chez mes tantes quelques semaines. J'étais à 1 heure de Turin à peu près. Moi, j'avais l'habitude d'aller chez ma tante. On allait souvent faire des vacances chez elle. Et je sais que j'avais école à ce moment-là, du coup, je me suis dit bizarre, mais d'accord. Du coup, elle me prend, je reste avec mon cousin et mes cousines. Et en attendant, elle faisait ses allers-retours en France pour essayer de trouver une solution parce qu'il y avait ma tante ici, à Clermont-Ferrand du coup. Et ma mère a voulu la suivre pour vraiment divorcer, en finir avec tout ça et qu'on reprenne à zéro dans un autre pays et que ses enfants étudient, qu'ils réussissent. Après, je finis par rentrer chez moi. Ma mère, elle avait fini ses allers-retours. Il faut savoir que tout ça, mon père ne le savait pas. Ma mère, elle a été très intelligente. Elle a placé des caméras à la maison. Des fois même, elle le cramait, elle filmait. Elle a placé une caméra dans le garage aussi parce que je lui avais dit que les violences, elles étaient dans le garage. Dans le hall aussi du bâtiment. Du coup, quand elle s'en allait, mon père, quand j'étais revenue, il en a encore profité de moi. À ce moment-là, je me rappelle, il avait essayé de rentrer son pénis. Ça n'a pas marché. Parce que je crois que je bougeais beaucoup, je voulais pas. En tout cas, j'ai réussi à dire non, je voulais pas, j'avais peur. Il me remettait sur lui, voilà, enfin la routine. Elle a eu des vidéos et à ce moment-là, elle s'est dit c'est le meilleur moment pour porter plainte. Et à ce moment-là, mon père a su que ma mère savait. Parce que ma mère, elle n'arrivait plus à se faire semblant en fait. Et là, il change de visage complètement. Là, il devient vraiment la personne qui était avec nous, même devant ma mère. Et je ne sais plus si c'était le lendemain ou quelques jours après. Il nous enferme dans la maison. Il allume le gaz. Il voulait faire exploser la maison avec nous tous à l'intérieur. Mon frère, il a réussi je ne sais pas comment il a fait, il a sauté.
Il est sorti, il a réussi à nous ouvrir la porte par l'extérieur du coup, parce que lui il nous a vraiment enfermés dans la maison. Il y avait des cris partout, je me rappelle plus des mots, etc. Mais il y avait des cris partout. À ce moment-là, du coup, il réussit à nous sortir de là. On va se cacher dans le garage. Mon frère, il nous enferme dans le garage et il part. Il essaie de trouver une solution. Dans le garage, on a pris une valise. On est remonté en haut. Ma mère, elle a pris tous les papiers, tout ce qu'elle pouvait prendre, elle l'a pris. À ce moment-là, on appelle ma tante, du coup, qui était à 1h. Elle arrive, elle nous prend et on a pris le premier Flixbus à 6h du matin. C'est là où tout a changé. Et moi, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais réalisé qu'on allait partir pour toujours. Et je regarde l'étage d'en haut et c'était ma meilleure amie qui habitait là-bas. Et du coup, je me disais, bon, j'ai pu dire au revoir à personne. On arrive en France et on va s'installer directement chez ma tante ici. Et du coup, je suis arrivée en France le 12 juillet 2017. À ce moment-là, je suis contente. Je sais pas pourquoi, je suis très contente. Il n'y avait pas mon père, j'étais qu'avec ma mère. J'ai fait 1 an de FLE. Le FLE, c'est du coup, pendant 1 an, tu fais que du français. Et pendant tout ce temps, pendant la première année et la deuxième année, du coup, on a commencé les démarches avec la police. C'était très, très dur. On a porté plainte et petit à petit, il y a eu les rendez-vous. Et surtout qu'à ce moment-là, j'avais la phobie des hommes. On leur a donné les vidéos, du coup, les preuves. À ce qui paraît, les preuves, elles n'étaient pas assez claires. À partir de là, ils ont dit, on va vous prendre un par un. Moi, je rentre toute seule avec un traducteur. Il me dit, raconte tout ce qui s'est passé. Mais je n'arrivais pas à la raconter. J'avais du mal. Au tout début, quand je racontais mon histoire, je pleurais tout le temps. Il n'y a pas une fois où je pleurais pas. Pendant le collège, du coup, j'avais pas de vie. Le mercredi après-midi, j'avais la psychologue. Juste après, j'avais l'éducateur. Des fois, j'allais pas à l'école parce qu'il y avait les rendez-vous avec la police et tout pour continuer la plainte. À ce moment-là, mon passé il commence à revenir. Il commence à revenir, je commence à réaliser, je commence à grandir. Et la dépression. Dépression pendant 2 ans. En 3e jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'était très dur, je faisais n'importe quoi. Je dormais pas à la maison. J'avais commencé à fumer, mauvais entourage. Je faisais des choses qui ne me ressemblent pas du tout. J'ai fait plusieurs tentatives. Je pleurais, je criais dans la salle de bain. C'était vraiment pas moi. Je me battais aussi beaucoup. En fait, quand ça allait trop bien dans ma vie, je devais tout gâcher. À ce moment-là, ma crise d'adolescence, elle passe. J'ai toujours mon éducatrice par choix. C'est moi qui ai décidé de continuer. Ma psychologue un peu moins. La plainte, je ne veux pas reporter plainte. Pourquoi du coup? Parce que j'ai revu mon père 6 ans après. De moi-même, parce que je voulais le pardonner. Et moi, pour moi, le pardon, c'est important pour avancer. Pardon, ça reprend. J'ai dit à ma mère, je vais aller voir mon père. J'ai dit à mon frère, je vais aller le voir. Je ne l'ai pas caché. Du coup, je voyage en Italie, je vais voir mes amis et j'y vais avec ma mère. Et je toque et je lui dis, papa, c'est Sarah. Il m'ouvre la porte. Quand je le vois, j'avais complètement oublié sa tête. Je ne me rappelais pas, parce que je me rappelle quand j'étais plus petite, je ne le regardais pas dans les yeux. J'avais oublié sa tête et quand je l'ai revu, ça m'a tellement fait mal au cœur. J'aurais jamais cru réagir comme ça. Aujourd'hui, il a 50 ans cette année, normalement. Il en fait 80 ou 70. C'est horrible à dire, hein. Après tout ce qu'il m'a fait, j'ai ressenti de la peine. Ça m'a fait mal au cœur de le voir comme ça. Alors que moi, on va pas se mentir, je suis en train de vivre ma meilleure vie, entre guillemets, Dieu merci. Je m'effondre complètement. Je tombe, je pleure. Tout le bâtiment m'a entendu. Et j'avais peur. Pour moi, si je m'approchais, il allait prendre un couteau, il allait me poignarder. Sur le coup, c'est la phrase que je me suis dit dans ma tête. Je regarde ma mère, elle me dit vas-y. Et du coup, j'avance et je lui fais un câlin. Enfin, aujourd'hui, il m'arrive à là. Il est très petit, je lui ai fait un câlin, j'ai fait mais avant, quand je lui faisais des câlins, je lui arrivais à la cheville. Aujourd'hui, c'est moi qui le regarde de haut, en fait. Comme aujourd'hui, il est devenu aveugle, je me rappelle que quand je lui avais fait un câlin, il me touchait pour savoir pour voir un peu à quoi je ressemblais. D'un coup, je me suis éloignée, je recule, et là, je descends les escaliers, et je voulais partir. C'est comme si j'étais en train de revivre ce que j'avais vécu quand j'étais petite. Et là, je rentre chez moi, du coup, je lui parle, et il m'insulte. Il m'envoie des vocaux, il me dit... il m'insulte et tout, et là, je lui dis, c'est à cause de toi si je suis comme ça. Et là, il me sort une menace. Il me dit quoi? Il me dit sache qu'un jour, je vais te retrouver, je vais te poignarder sans que je le sente. Je sais où tu habites, il me dit Clermont-Ferrand. Il me dit ça comme ça. J'appelle ma mère, je lui dis regarde ce qu'il a dit. À ce moment-là, j'avais 18 ans. J'ai dit c'est bon, je porte plainte, ça y est, il m'a saoulée. Du coup, je vais voir ma psychologue, je vais voir mon éducatrice, les deux, et je leur fais écouter. Elles ont contacté des policiers. Ils m'ont harcelée et j'ai plus voulu répondre. Quand j'ai vu qu'ils étaient beaucoup sur mes côtes par rapport à la phrase qu'il m'a dit, j'ai fait non, en fait, je veux plus.
J'avais du coup mon gynécologue aussi à ce moment-là, au même temps que la psychologue et les éducateurs. Et je m'en rappelle que mon premier examen, quand la gynécologue elle est ressortie, elle était très choquée de mon cas. Elle m'a dit que c'était plein de petites griffures à l'intérieur, comme si on te griffait à l'intérieur du vagin du coup. À ce moment-là, elle dit « Madame, est-ce que vous pouvez rentrer ?» Votre fille, elle peut juste attendre. Je sais pas jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que ma gynécologue a dit à ma mère, mais ça avait l'air grave un peu, parce que la façon dont ma mère elle est ressortie, c'était pas beau. Du coup, les conséquences que j'ai eues, c'était des déchirures, des griffures, si on peut appeler ça comme ça, et beaucoup d'infections qui ont mis du temps à guérir. Aujourd'hui, mes séquelles, c'est les troubles de la concentration, de l'attention, etc. L'hypervigilance, je fais attention à tout. Je vois juste une main se lever à côté de moi, ça peut être juste pour quelqu'un d'autre. Je vais direct la voir. Demain, tu me demandes comment lui est habillé, qu'est-ce qu'il a fait, je vais te dire ce qu'il a fait et comment il est habillé. Ce qui m'aidait quand j'étais petite, c'était la danse, ce qui est aujourd'hui mon travail. Et j'en suis très fière. Ça m'a beaucoup aidée. Je dansais devant Violetta, devant Soylouna. Après, petit à petit, je danse dans les mariages quand on allait au Maroc. J'étais la seule petite qui dansait au milieu de tout le monde. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon travail, je suis très fière de moi. C'était ma seule passion et le seul truc qui m'aidait. Je me suis beaucoup cachée derrière mon nom de scène, je me suis beaucoup cachée. J'ai jamais montré la vraie moi en fait. Je me suis dit que il était temps. Et aussi, d'aider les femmes qui ont subi la même chose que moi. J'aimerais juste leur dire d'en parler. D'en parler, si jamais il y a un truc, d'en parler, c'est super important. C'est pas de vivre avec, mais d'avancer. Et j'espère en faire quelque chose de ma vie aussi. C'est mon histoire, j'espère en faire quelque chose de ma vie et que ça soit pas une honte, qu'on l'a pas choisi et c'est comme ça.